Alors, les sujets qui seront abordés, donc comme chaque fois, c'est un petit peu dense, donc on va essayer de faire un bref rappel. Donc, tout d'abord, bien, comme chaque fin d'année, on va rappeler donc la diminution du taux donc de la DFS, hein, la déduction forfaitaire spécifique, ou communément appelée donc l'abattement forfaitaire. On va parler également de l'évolution des saisies rémunérations, puisque ça a bougé notamment à partir de cet été au 1er juillet. Exonération des cotisations des apprentis. Effectivement, le boss a changé un petit peu d'avis entre le mois de mars et le mois de juillet, donc on va y revenir. On va faire un rappel également sur le passeport prévention, donc qui rentre en application au 1er janvier. On va également faire un rappel donc, des nouveaux montants pour le plafond de la sécurité sociale pour 2026. On va rappeler également le plafond d'exonération des bons d'achat et chèques cadeaux pour 2025, comme chaque année, voilà, pour les cadeaux aux salariés. Ensuite, pour ceux qui sont en forfait jour, on a fait un calcul sur le nombre de jours de repos auxquels avaient droit ces salariés, puisque ça change chaque année. Et comme on en a de plus en plus, on s'est dit qu'une petite piqûre de rappel ferait pas de mal. Ensuite, au niveau de l'actualité brûlante, nous avons le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2026 qui a été alors adopté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale jeudi dernier. Alors, étant précisé que il doit repasser encore en deuxième lecture au Sénat aujourd'hui même avant de repasser encore à l'Assemblée nationale. Donc, pour l'instant, ça a été adopté, mais pas encore promulgué. Donc, je vous ferai quand même un bref rappel donc des principaux impacts que ce projet de loi de financement aura pour votre entreprise. Ils ont précisé qu'une fois que ce sera promulgué, on refera voilà, un message à tous nos adhérents avec justement les mesures qui ont été confirmées ou pas d'ailleurs. Et ensuite, ben, comme chaque année, travail dans le froid, on va rappeler les règles puisque du coup, les conditions météorologiques voilà, sont importantes. Euh, Réforme de l'entretien professionnel, effectivement, ça a bougé aussi au mois d'octobre. Et enfin, bah, comme chaque année, un petit rappel des règles sur la fermeture des entreprises pour les congés de Noël. Alors, on va commencer par la déduction forfaitaire spécifique. Alors là, effectivement, c'est un rappel hein, qu'on fait chaque année, cet ancien abattement forfaitaire. Pour rappel, le taux jusqu'en décembre 2024 était fixé à 9% et avant il était à 10%. Et donc, il est réduit chaque année jusqu'à sa complète suppression au 1er janvier 2032. À compter du 1er janvier 2025, donc toute cette année qui s'était écoulée pour le secteur du bâtiment, le taux sera réduit d'un point chaque année et ensuite pour les 2 dernières années jusqu'à sa suppression, il sera réduit de 1,5%. Donc, le montant de cette déduction est plafonné par salarié et par année civile, donc à 7 600 euros. Et à partir de 2026, donc à partir du 1er janvier, ce taux passera à 7%. Donc là, pareil, c'est une redite, hein, puisque cette suppression est effective donc, depuis 3 ans maintenant. Et donc, chaque année, on fera une petite redite sur le pourcentage qui sera appliqué sur l'année civile. Donc, pour rappel, voici le tableau hein, donc, qui s'applique depuis le 1er janvier 2024, donc première année de la diminution de ce taux. Et donc, comme vous le voyez, le 1er janvier, ça passe à 7% pour avoir une suppression totale au 1er janvier 2032. Alors, évolution des saisies rémunérations. Alors, c'est une réforme qui, entre guillemets, date un petit peu, puisqu'elle date de la loi du 20 novembre 2023, et son décret d'application n'est intervenu que cette année en 2025, et elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2025. Alors, ça va être important pour vous dans la mesure où, en tant qu'employeur, très souvent, vous pouvez être amené à être concerné par ces procédures, puisque certaines saisies se font directement sur les salaires de vos salariés. Alors, qu'est-ce qui va changer? Alors, ce qui va changer surtout, c'est ce qui s'est passé à partir du 1er juillet. Toutes les saisies rémunérations qui avaient été ordonnées par les tribunaux sont suspendues. Donc, en fait, à partir du 1er juillet, vous avez dû arrêter donc, de verser ces saisies. Et donc, les tiers saisies, dont vous faites partie, et autres caisses de retraite, etc., par exemple, donc, ont dû cesser donc, de prélever cette fraction saisissable du salaire. Et donc, depuis le 1er juillet, même en cas de saisie rémunération, vous avez l'obligation de verser l'intégralité du salaire aux salariés. Ensuite, dans un deuxième temps, la reprise des versements ne peut se faire qu'après la réception donc d'un courrier officiel d'un commissaire de justice. Alors pour rappel, hein, les commissaires de justice, c'est les anciens huissiers. Hein.
faire court. Et donc, les huissiers, en fait, c'est le but de cette réforme, seront désormais le seul interlocuteur des tiers saisis. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de maintenant, tout va passer par les huissiers. Par contre, cette suspension ne concerne pas les cessions de rémunération, comme par exemple les paiements directs aux créanciers ou les saisies spécifiques qui relevaient des comptables publics, typiquement par exemple impôts, trésor public et autres. Donc eux, ils ne sont pas concernés, vous faites comme avant. Donc effectivement, c'est dans cette hypothèse où ça sera un petit peu, entre guillemets, du cas par cas. Normalement, tout ça, c'est censé être effectif depuis le 1er juillet. Et donc, la reprise des versements donc, a dû s'étaler entre juillet et décembre. Effectivement, le temps nécessaire pour que les dossiers donc, soient transférés des tribunaux vers donc, les commissaires, donc vers ces huissiers. Le but de la réforme, donc, c'était de simplifier la gestion de ces procédures, c'est-à-dire d'avoir un seul interlocuteur, donc le commissaire répartiteur, qui sera désigné par le tribunal pour recueillir les fonds et ensuite transmettre les informations nécessaires. De plus, la signification donc, des PV, des procès-verbaux, pourra se faire aussi par voie électronique. Et enfin, donc, le décret prévoit donc, les dispositions pour la création d'un registre numérique des saisies, donc qui seront tenus toujours par ces commissaires, donc par ces huissiers, ainsi que les conditions dans lesquelles les informations seront traitées, conservées et mises à disposition, toujours aux mains des huissiers. Donc ça veut dire que vous, en tant qu'employeur, vous n'aurez pas accès à ces informations. Par contre, il fixe aussi les modalités de mise à jour et du registre et détermine les personnes habilitées à y procéder. Alors souvent, ça va être effectivement les créanciers, les tribunaux et les huissiers, éventuellement peut-être le tiers saisi. Alors, pareil, sur les contrats d'apprentissage. Alors là, normalement, pareil, c'est une redite, puisque lors du dernier webinaire qu'on avait présenté au service juridique au mois de juillet, on avait expliqué donc cette modification des exonérations sur les contrats d'apprentissage. Et donc là, on a eu un changement officiel de position du BOSS, donc le bulletin officiel de la sécurité sociale, puisque vous n'êtes pas sans savoir que effectivement la limite d'exonération a été abaissée pour les contrats. Et il y avait eu un débat d'ailleurs qu'on avait abordé lors de ce webinaire sur la date de prise en compte, donc pour savoir si on appliquait l'ancien ou le nouveau régime. Et bien du coup, le 3 juillet, le BOSS a modifié sa doctrine et privilégie désormais la date de signature du contrat plutôt que la date d'exécution pour déterminer le régime applicable. Alors, la baisse d'exonération est en vigueur depuis le 1er mars 2025 et donc elle prévoyait un régime social moins avantageux pour les salariés puisque la rémunération des apprentis dont le contrat a été conclu à partir de cette date est donc aujourd'hui assujettie à CSG, CRDS et à certaines cotisations salariales sur les sommes qui sont versées au-delà de 50% du SMIC. Pour rappel, cette mesure qui a été formalisée par décret a réduit significativement l'avantage social dont bénéficient les apprentis, puisque c'est entre guillemets ce qu'on peut appeler pour les apprentis, mais aussi donc pour vous en tant qu'employeur, ce qu'on pourrait appeler une double peine, puisque l'exonération des cotisations salariales était jusqu'à 79% du SMIC et elle est descendue à 50% du SMIC. Donc, première peine. Deuxième peine, la rémunération devient assujettie à CSG-CRDS pour la fraction qui excède 50% du SMIC. Après, bien sûr, l'abattement de 1,75% pour frais pro, alors qu'avant, elle était totalement exonérée. Donc, exonération des cotisations sociales de 50% contre 79% auparavant, et assujettissement à CSG-CRDS pour la fraction du salaire qui dépasse les 50%, alors qu'avant, on avait une exonération totale. Donc, d'où cette double peine. Question, cette double peine s'applique à partir de quand? Au départ, la position initiale de l'administration, c'était priorité à la date d'exécution du contrat. Donc, quelle que soit la date de signature, même si elle était postérieure au 1er mars, dans sa version mise à jour le 10 avril, le BOSS expliquait que c'était une interprétation stricte du texte en se fondant sur le premier jour d'exécution plutôt que sa date de signature. Ce qui faisait que, par exemple, typiquement, un contrat à ce moment-là qui était signé par exemple le 11 avril, mais dont la date d'exécution était postérieure, forcément, c'était le premier jour d'exécution qui comptait. Alors que si le contrat avait été signé avant et le premier jour d'exécution avant, dans ce cas-là, c'était cette date qui s'expliquait. Forcément, depuis le 3 juillet, le BOSS a opéré un revirement.
en fait, elle a décidé de changer sa position. Et aujourd'hui, la date de référence applicable, c'est désormais la date de signature du contrat qui fait foi. Si par exemple le contrat avait été signé avant le 1er mars, mais appliqué après cette date, première position officielle, c'est exécuté après, on utilise le nouveau régime, alors qu'il a été signé avant. Nouvelle position du boss depuis le 3 juillet. Si le contrat a été conclu avant le 1er mars, dans ce cas-là, il bénéficie de l'ancien régime, même si vous commencez après. Et donc, dans ce cas-là, ces apprentis bénéficient encore de l'exonération totale des cotisations salariales dans la limite de 79% et l'exclusion complète de la rémunération de l'assiette de la CSG-CRDS. Aujourd'hui, ces contrats, donc, qui sont conclus depuis le 1er mars, bénéficient tous de cette nouvelle double peine avec l'abaissement de ces exonérations de cotisation. Concernant le passeport prévention, là pareil, c'est une redite et on en a déjà pas mal parlé au service juridique. L'idée, c'est de refaire une petite piqûre de rappel puisqu'il va commencer à s'appliquer à partir donc du 1er janvier 2026. Alors, pour rappel, cette loi, c'est une loi, donc c'est la loi santé au travail qui date de 2021, donc qui date un petit peu, hein, qui avait instauré ce passeport prévention. Alors, l'idée, c'était forcément de faciliter donc les choses et donc de recenser toutes les attestations, certificats et diplômes qui étaient obtenus par les salariés dans le cadre donc des formations en santé et sécurité au travail. L'idée de ce passeport, initialement, donc, c'est de viser à faciliter la circulation des informations, à la fois entre salariés, employeurs sur les formations suivies, les compétences acquises, etc., sans forcément constituer un outil de contrôle ou éventuellement de prérequis à l'embauche, hein, ça c'est important. C'est vraiment juste un outil de suivi. Voilà, c'est suivi. Voilà, le salarié a passé telle formation à telle date, on a l'attestation éventuellement soit de suivi, éventuellement de certificat de réussite si nécessaire. Et dans ce cas-là, on le met sur ce passeport. Et s'il y a besoin de faire, par exemple, des recyclages ou autres, on a les dates, les attestations. C'est vraiment plus un outil de suivi que de contrôle. Et encore, ce passeport ne doit pas être un prérequis à l'embauche. Ça, c'est assez important de le rappeler. C'est le salarié qui est responsable de son passeport. Ce n'est pas vous qui avez la main. Ça, j'insiste aussi pour rappeler, le passeport prévention appartient à votre salarié. C'est lui qui choisit les informations qu'il souhaite rendre visibles et qui peut y inscrire les formations suivies à la fois de sa propre initiative. Et vous, vous avez aussi l'occasion, en tant qu'employeur, d'y renseigner les formations que vous dispensez, tant par les OF ou alors les attestations de suivi et aussi éventuellement certaines formations que vous pouvez aussi gérer en interne au sein de votre entreprise. Et ces informations mentionneront l'identification du titulaire, l'employeur et des organismes de formation. Alors attention, les formations antérieures ne seront pas automatiquement inscrites, il faudra le faire de manière manuelle. Alors, donc, comme je disais, ça commence au premier trimestre et premier semestre 2026. Donc, il sera accessible aux employeurs. Donc, à vous, dans un premier temps, vous pourrez commencer à l'abonder donc de manière volontaire avec les formations que vous allez faire effectuer à vos salariés. Et ensuite, aux salariés au quatrième trimestre 2026. Donc, eux, ce sera plus en fin d'année. Donc, ça va être encore un travail un petit peu long à mettre en place. Il n'est pas exclu qu'on vous en reparle encore. Mais voilà, l'idée, c'est de commencer à le mettre en place tout doucement. Et le décret a fixé les modalités de déclaration donc, de ces formations. Alors attention, toutes les formations ne vont pas forcément devront être intégrées dedans, puisque seules les formations qui répondent à un objectif de prévention des risques professionnels, donc qui délivrent une attestation justificative de réussite ou diplôme, etc., et qui permettent un transfert des compétences acquises à d'autres postes, pourront être déclarées. Typiquement, par exemple, on peut prendre l'exemple de la formation de prévention des chutes en hauteur, qui peuvent être aussi donc effectuées par notamment nos partenaires de l'OPP-BTP. Donc ça, typiquement, c'est un exemple de formation qui devra être versé dans ce passeport prévention santé-sécurité. Éventuellement aussi, par exemple, tout ce qui peut être habilitation électrique. Je pense qu'à mon avis, comme il y a le côté santé-sécurité, pourront être transmises sur ce passeport. Alors, il y a juste une date. Alors, pour l'instant, il n'y a pas franchement de sanctions, mais il est prévu que les formations qui donnent lieu à une attestation doivent être déclarées dans les 6 mois qui suivent la fin du trimestre
de la fin de la formation. Donc ça donne quand même un délai qui est assez large. Et celles qui donnent lieu à un justificatif de réussite, donc avec un diplôme, hein, elles devront être déclarées dans les 6 mois qui suivent le début de validité de ce justificatif. Donc c'est une petite subtilité. Là encore, hein, ce sera au cas par cas. Mais dans ce cas-là, pas hésiter à faire appel à nous si vous avez un doute, vérifier voilà, à quelle date vous devez rentrer ces formations, étant précisé que tout est donc ce sera, voilà, ça va arriver au fur et à mesure. Le plus tôt sera le mieux. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez les attestations de réussite ou et donc d'attestation de fin de formation, autant le faire immédiatement, comme ça au moins une fois que c'est fait, on n'a plus à y repenser. Et donc l'idée c'est que l'ensemble de ces obligations devront entrer en vigueur au plus tard le 31 mars 2026 avec l'ouverture du service de déclaration. Très bien. Alors là, pareil, c'est une redite entre guillemets chaque année, le plafond de la sécurité sociale. Donc les nouveaux montants ont été publiés donc sur le BOSS, hein. Alors pour rappel, j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'on a eu la question l'année dernière. Ce plafond, ces montants sont déterminés en dehors de tout vote politique sur le budget de la sécurité sociale. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous assurer que ces montants, donc l'arrêté est à paraître, mais ces montants ont d'ores et déjà été publiés sur le bulletin officiel de la sécurité sociale et du coup vont s'appliquer sur 2026 et donc ces montants sont indépendants donc du budget de la sécurité sociale. Cette augmentation donc ce qu'on appelle ce PAS, hein, plafond annuel de la sécurité sociale, passera donc à 48 060 euros. Donc il était en 47 100 euros en 2025 et le plafond mensuel passe donc de 3 925 à 4 005 euros. Donc ça représente une hausse de 2%. Donc ce qui n'est pas négligeable puisque l'année dernière la hausse représentait entre guillemets que 1,6%. Donc on a une hausse un petit peu plus significative. Et donc on vous a retranscrit le tableau avec voilà donc tout ce plafond annuel de la sécurité sociale qui va déterminer, par exemple, et je vous en parlerai tout à l'heure, le pourcentage d'exonération, par exemple, des chèques cadeaux, qui se fait en fait en pourcentage de ce fameux pass et bien d'autres éléments de rémunération ou d'accessoires au salaire sont dépendants de ce pass, donc d'où l'intérêt de les avoir suffisamment, entre guillemets, à l'avance. Donc là, vous les avez. Et donc voilà, ces montants représentent voilà, 2% d'augmentation. Et donc, vous avez les chiffres qui sont ici. Donc, comme je l'expliquais, donc ce pass va déterminer le montant du plafond pour déterminer notamment les seuils d'exonération. Alors, les bons d'achat et chèques cadeaux, donc pour cette année 2025, donc pour la fin d'année, que vous avez versé en général, hein, c'est toujours pour les fêtes de fin d'année, hein, rien n'empêche de les donner à d'autres moments de l'année, mais en général, c'est souvent à cette époque-là que les employeurs décident donc de rétribuer donc, les salariés. Cette année, pour 2025, le plafond d'exonération a été fixé à 196 euros, puisqu'il représente, et ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 5% donc de ce fameux plafond, alors qui est mensuel hein, pour le coup, là on utilise le plafond mensuel et pas annuel de la sécurité sociale, donc qui était de 3 925 euros. Ensuite, si ce seuil est dépassé, il est toujours possible de bénéficier de l'exonération à condition de remplir certaines conditions cumulatives, qui sont les suivantes. On attribue le bon d'achat avec un événement particulier, c'est-à-dire Noël, par exemple, hein, ou un autre, et on utilise le bon d'achat de manière déterminée conformément à l'événement du bon d'achat. C'est-à-dire que, par exemple, si vous donnez un bon d'achat pour un mariage, le mariage de votre salarié, il devra utiliser ce bon en, par exemple, au rayon liste de mariage d'un grand magasin. Il ne pourra pas l'utiliser autrement. Sinon, la condition saute, et la condition saute, l'exonération saute. Donc, c'est très important, il faut faire attention à la manière dont les salariés vont utiliser ces bons et bien sûr de respecter le montant qui est donc de 196 euros en 2025. Le seuil s'applique pour chaque événement séparément et plus globalement sur l'année. Alors là, c'est un avantage qui est donné à la fois aux employeurs et aux salariés, puisque ça vous permet de dépasser ce taux annuellement à partir du moment où vous donnez par exemple un salarié pour un mariage, vous pouvez aller jusqu'à 196 euros. Et la même année pour Noël, il peut encore aller jusqu'à 196 euros. Donc ça, c'est important. Par contre, petite subtilité, faire attention, les cadeaux en nature qui sont remis à vos salariés suivent exactement la même réglementation que les bons d'achat et les chèques cadeaux. En effet, l'ACOS, donc
considère que ces cadeaux en nature sont assimilables à des bons d'achat. Et donc, les limites d'exonération doivent être appréciées en fonction de la masse de la valeur totale des cadeaux. Si, par exemple, vous avez donné un bon d'achat de 100 euros pour Noël et que vous donnez en plus un panier gourmand, etc., en plus, pour le même événement, pour Noël, avec des chocolats, hein, par exemple, dans ce cas-là, il ne faut pas que le montant donc de ce panier excède 96 euros, puisque 100 euros le bon plus 96 euros panier gourmand, on est bon, on respecte. Par contre, si le panier fait 100 euros, on est à 100 plus 100, 200 euros. Et dans ce cas-là, on dépasse le seuil d'exonération. Attention, donc comme je vous disais, si ça reçoit pour le même événement, le bon, le montant doit être cumulé. Et là, attention, attention, si vous dépassez le montant cumulé, ça veut dire que l'intégralité des bons est soumise à cotisation et non pas juste le surplus. Si je reprends mon exemple, 100 euros bon d'achat Noël, 100 euros panier Noël, on dépasse de 4 euros, hein, donc c'est pas beaucoup, on dépasse le seuil, les 200 euros en intégralité seront soumis à charge. Donc c'est important de faire attention à ces, entre guillemets, petits cadeaux en nature. Ou alors, le petit truc, c'est ben, de sortir de l'événement et de dire que c'est pour un autre événement que, par exemple, le bon d'achat à Noël. On n'a qu'à dire que c'est pour autre chose, pour sortir de ce cumul. Et enfin, pour Noël, juste la petite subtilité qui peut être aussi intéressante, donc là c'est aussi pas mal, surtout pour vos salariés ben, qui ont plusieurs enfants, la limite s'apprécie par enfant et par salarié. Donc ça veut dire qu'un salarié qui a plusieurs enfants, qui a 2 ou 3 enfants, bah, ça va être 196 x 2 ou x 3. Donc ça, c'est pas mal. Et pareil, si vous avez un couple hein, qui peut être salarié, ben, c'est 196 euros pour l'un et pour l'autre. Donc ça, c'est intéressant de le noter, bien faire attention à ces petites subtilités. Et puis si vous avez des questions ou des doutes, vraiment pas hésiter à nous appeler en disant voilà, je veux offrir tant. Et dans ce cas-là, on vous dira bah, attention, le seuil est dépassé ou non. Et dans ce cas-là, vous pouvez y aller. On passe au forfait jour. Donc là, c'est un calcul qu'on fait. Pour rappel, le recours au forfait jour n'est envisageable que si un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou à défaut une convention collective ou d'accord de branche l'autorise expressément. Alors, déjà, je vais commencer à arriver à la problématique. Dans le BTP, toutes les conventions collectives, sauf les ouvriers, celles des étammes et des cadres, les prévoient. Donc, seuls les étammes et les cadres peuvent bénéficier du forfait jour, mais pas les ouvriers. J'y viendrai juste après. La convention de forfait jour, puisqu'il s'agit d'une convention, peut être conclue avec un salarié cadre autonome ou un salarié non cadre qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice de ses responsabilités. Je donnerai des exemples tout à l'heure. L'accord doit donc déterminer à la fois les modalités d'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail. Donc ces modalités et cette évaluation et ce suivi seront assurés par l'employeur. Donc c'est sur vous que va reporter cette charge. Les modalités de communication périodique sur la charge de travail, l'articulation, ce qu'on appelle l'articulation vie pro-vie perso, et les modalités d'exercice du droit de la déconnexion. Donc ça, c'est le principe pour conclure une convention de forfait jour avec vos salariés. Le principe, c'est que ces salariés qui signent une convention de forfait jour ne travaillent qu'un certain nombre de jours dans l'année. Ce jour, il est fixé dans la convention individuelle que vous allez donc signer avec votre salarié. La durée de travail de référence, c'est 218 jours, journée de solidarité comprise. Donc ça, c'est le Code du travail qui le dit. C'est 218, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas travailler plus que ça. Ils pourront travailler moins, je vais y venir, mais pas plus. Tous les ans, il faudra donc bien vérifier que ce nombre de jours travaillés est respecté pour ne pas dépasser, donc ce que je viens de dire, ce forfait annuel en jours travaillés. Et donc, dans ce cas-là, afin de respecter donc ce forfait, il dispose de ce qu'on appelle les jours de repos. Et ces jours de repos, en fait, ils varient d'une année sur l'autre en fonction des week-ends, des jours fériés, si ça tombe les jours ouvrés, ouvrables ou pas. Alors, juste petite subtilité, je ne l'ai pas écrit, on a tendance à faire ce qu'on appelle communément des abus de langage et à appliquer en fait le terme de RTT pour ces jours-là. Juridiquement, on ne peut pas dire que ce sont des RTT, c'est ce qu'on appelle des jours de repos du forfait jour. Juste à préciser, c'est vraiment une petite subtilité. Alors, ce nombre de jours est fixé en fait en fonction du nombre de jours travaillés dans l'année. Par exemple, 2026 va compter 365 jours. Première chose, on va enlever les samedis et les dimanches. On va enlever les congés payés
qui seront calculés en jours ouvrés. Et ensuite, on va enlever les jours fériés et chômés qui tombent d'habituellement un jour travaillé, typiquement un 1er mai qui va tomber un mardi. Donc, le calcul a été fait et cette année, pour 2026, les salariés en forfait jour peuvent bénéficier donc de 9 jours de repos pour ne pas dépasser ce seuil de 218. Voilà. Donc, faire attention donc pour 2026 à ce que ces règles soient respectées. Il doit avoir à minima ces 9 jours de repos. Sinon, après, il faudra qu'il les récupère. Alors, comme l'année dernière, on a des petites surprises politiques sur le PLFSS et sur le projet de loi de finances, donc le budget de l'État. Alors, je vous en parle quand même, j'ai hésité. Je vous en parle parce que parce qu'il a été adopté il y a 3 jours, en deuxième lecture. Donc, il y a de très fortes probabilités pour que ce que je vous annonce va bien s'appliquer à partir du 1er janvier, étant précisé que d'un point de vue purement entre guillemets législatif, le projet de loi de financement a été adopté en seconde lecture, donc mardi dernier. Il n'est pas encore définitif d'un point de vue purement juridique, dans la mesure où aujourd'hui même il est débattu au Sénat. Et je vous expliquerai que notamment il y a un point qui fait débat. Et ensuite il va repasser à l'Assemblée nationale la semaine prochaine en dernière lecture. Et ensuite, fini la navette, on passe au Conseil constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité. Et enfin la promulgation. Donc, on est le 12 décembre, et il reste grosso modo même pas 3 semaines, 15 gros jours avant la fin de l'année. Alors, c'est possible, ils l'ont déjà fait, mais voilà, pour l'instant, voilà, moi si j'ai des infos de toute façon, je vous tiendrai au courant, mais dans tous les cas, juridiquement et législativement, il se passera rien avant la semaine prochaine. Donc, je vous donne quand même les infos pour vous donner un petit peu voilà, ce qui est prévu de se passer, et certains points sont plus, on va dire, moins avantageux que d'autres. Bon, on va commencer par cette contribution patronale, l'indemnité de rupture conventionnelle. Alors, pour rappel, c'est le Code de la sécurité sociale qui institue au profit donc de la CNAV, donc la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en fait une contribution patronale sur les indemnités qui étaient versées donc au départ uniquement pour la mise à la retraite d'un salarié à l'initiative d'un employeur, mise à la retraite volontaire, non volontaire, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'employeur qui décide de mettre à la retraite le salarié. Alors, en général, c'est 70 ans. Et aussi la rupture conventionnelle individuelle. Jusqu'à aujourd'hui, ce taux de cette contribution, il a été fixé à 30%. Alors, pour faire un bref rappel, ceux qui se rappellent, avant, jusqu'à septembre 2023, de mémoire, il était à 20%. Il a été monté à 30% parce que justement, l'idée, c'était de l'aligner sur cette contribution de mise à la retraite. Et donc, il est appliqué sur la fraction des indemnités qui étaient exonérées de cotisations de sécurité sociale. Donc, ça veut dire qu'un salarié qui vous demande une rupture conventionnelle vous donne un montant, donc vous avez l'obligation de verser un certain montant. Et donc, ce montant, c'est le montant qui rentre, entre guillemets, net dans la poche du salarié, et vous versez cette fameuse contribution qui était de 30%. Donc, vous allez verser le montant plus 30%. C'est ce qui sort des caisses de votre entreprise. Donc l'article 8 de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit d'augmenter de 10 points ce taux de contribution, et donc il passerait de 30 à 40%. Donc ce qui est vraiment pas négligeable. Donc je pense que ça va refroidir certains employeurs à l'idée de faire et d'accepter des ruptures conventionnelles, ce qui est tout à fait légitime. Donc cette hausse s'appliquerait normalement, entrée en vigueur 1er janvier, pour toutes les contributions, attention, qui sont dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date. Donc, grosso modo, si vous avez actuellement des ruptures conventionnelles en cours, dont la période d'activité se termine avant le 31 décembre, c'est bon, vous pouvez payer que les 30%. Par contre, si y a une période d'activité qui est à cheval entre 2025 et 2026, même pour quelques jours, même si la procédure a commencé avant, pour moi, le taux passera à 40. Donc ça implique d'être très vigilant pour ceux et celles qui sont en train de faire des ruptures en ce moment, de prévoir, puisque le montant, grosso modo, de provisionner, entre guillemets, ces 10 points supplémentaires. Alors, rassurez-vous, ça ne va pas faire, entre guillemets, sauter la RC, puisque la RC, la directe, ne vérifie que le montant qui est alloué aux salariés. Donc là, comme c'est ce qui est versé en plus à l'État, pour le coup, c'est pas, entre guillemets, pas grave s'il y a un rattrapage à faire, une régularisation. C'est pas grave juridiquement, j'entends. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc les médias ont beaucoup parlé, le nouveau congé de naissance. Alors c'est un congé qui ne sera pas obligatoire, c'est entre guillemets ce qui a été censé vouloir remplacer, en tout cas à venir en complément du congé parental. Ce congé entraîne la suspension du contrat de travail
et serait accordé à tout salarié qui ait bénéficié d'un congé de maternité, paternité ou d'adoption. Ce congé prévoit donc d'une durée de 1 ou 2 mois au choix du salarié à chacun des deux parents qui pourront prendre soit simultanément, soit en alternance et qui permettent d'ajouter en fait jusqu'à 4 mois de garde parentale par rapport au système qui est prévu aujourd'hui. Alors, effectivement, en cas de décès d'enfant ou diminution importante des ressources, le salarié pourrait reprendre son activité avant le terme prévu. Alors, il y a toujours un doute qui persiste toujours sur le fait de savoir si le père pourra prendre ce congé simultanément avec le congé maternité. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent prendre ce congé de naissance tous les deux en même temps, mais quid de pendant le congé de maternité, c'est-à-dire avant la naissance de l'enfant. Donc ça n'a pas été tranché, par exemple. Alors, l'Assemblée nationale donc, a confirmé la possibilité de pouvoir fractionner ce congé en 2 périodes. Pour la petite histoire, le Sénat, au départ, avait voté contre. Donc, il y a eu 2, 3 allers-retours de lecture. Finalement, l'Assemblée nationale a donné l'autorisation de fractionner ce congé. L'idée, c'était que le dispositif sera plus souple et plus modulable. Et donc, le décret qui va arriver va déterminer les modalités de ce fractionnement. Pour le délai pendant lequel ce congé sera pris, là encore, on n'a pas encore toutes les informations, puisque il y aura des situations particulières qui peuvent se présenter. Par exemple, des conventions qui prévoient un congé maternité plus long, des naissances multiples, etc., etc. Bah ça n'a pas du tout été encore prévu. Voilà, typiquement. Donc ça, je pense que ce sera un décret qui sera déterminé. Ces modalités de prise en charge, le délai de prévenance, là encore, seront déterminées par décret. Donc pour l'instant, on a le principe, mais on n'a aucune modalité d'exécution. Étant précisé que normalement, il sera compris entre 15 jours et 1 mois et qu'il pourra être réduit lorsqu'il est pris immédiatement après le congé. Donc, on a les infos, mais pas le détail. Le congé, par contre, sera indemnisé par la sécurité sociale et ne pourra pas se cumuler, par exemple, avec des indemnités journalières ou avec le chômage. Donc, ce n'est pas un cumul, c'est un choix. Il est prévu donc par contre une indemnisation dégressive. Donc vous verrez, vous voyez tout de suite sur la slide. Donc toujours pareil dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. Comme je vous disais tout à l'heure, on en revient toujours à ce pass. Et donc c'est la ministre de la Santé, elle, qui pour l'instant a indiqué qu'il serait fixé à 70% du salaire net le premier mois et 60% du salaire net le deuxième mois. On est sur un effet d'annonce, j'insiste. Pour l'instant, le décret n'est toujours pas sorti, donc ces montants sont à prendre avec des pincettes. Forcément, ça reste quand même plus avantageux que le congé parental et c'était le but du gouvernement. Et le congé parental, visiblement, n'a pas été supprimé. Donc lui, par contre, pourra toujours être pris à l'issue du congé supplémentaire. Donc en fait, c'est une création, c'est pas une substitution. Pour en bénéficier, donc le salarié doit avoir travaillé au moins 150 heures sur la période de 3 mois ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois le montant du SMIC horaire autour des 6 mois précédents. Ben là encore, comme je disais, il y a un désaccord qui subsiste sur la date d'entrée de la vigueur de la mesure. 1er janvier 2026 pour l'Assemblée nationale, 1er janvier 2027 pour le Sénat. Donc typiquement, cette mesure va être vraiment débattue à partir d'aujourd'hui au Sénat, puisque c'est une mesure qui fait débat. Donc typiquement, s'ils ne tombent pas d'accord, le congé de naissance ne pourra pas s'appliquer à partir du 1er janvier. Est-ce que vous avez des questions sur ce congé de naissance? Je passe un peu rapidement parce que dans la mesure où pour l'instant, voilà, on est sur un effet d'annonce. Ça a été voté, mais ça doit encore passer par le Sénat, encore Assemblée nationale, Conseil constitutionnel, promulgation. Donc tout ce qui sera dit là et tout ce qui sera confirmé par le service juridique. Donc vous inquiétez pas, soit en fin d'année si c'est possible, soit en début d'année, on vous redira exactement ce qui a été entre guillemets officiellement adopté. Pareil, l'Assemblée nationale a adopté une mesure qui vise à limiter la durée. Donc premier arrêt 30 jours, renouvellement c'est 2 mois. Voilà. Il y a toujours une exception, on a toujours possibilité de la déroger au regard de la situation du patient, donc ce sera au médecin donc de le motiver sur la feuille de prescription. Attention, pour la mesure qui vise à plafonner la durée à 30 jours, il faut d'abord que la loi de financement de la sécurité sociale soit promulguée avant le 31 décembre. C'est tendu, possible, mais voilà. Donc dans ce cas-là, on fera une petite alerte à la rentrée pour vous préciser si ça a été le cas ou pas. Suspension de la réforme des retraites. Là, je passe rapidement. C'est juste pour indiquer qu'effectivement, cette réforme cette suspension a été adoptée. Là, pareil, c'est un sujet, voilà, vous êtes censé le savoir, qui fait quand même beaucoup, beaucoup débat, notamment dans les médias. J'ai juste rappelé, je vais pas forcément insister dessus, les personnes qui sont visées. Donc, c'est notamment les personnes qui sont nées en 64 et après, et grosso modo, jusqu'à 1969. Donc, ils vont, entre guillemets, gagner quelques mois et quelques trimestres. Je passe rapidement, comme ça, vous aurez les sujets. Je rappelle, travail dans le froid. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le PLFSS ou c'est bon? Tout est précis. Voilà, comme je le redis, dès qu'il y a une modification, on fera passer les informations à vos CAPEB.
Travail dans le froid, rappel des règles. D'un point de vue purement législatif et réglementaire, aucune disposition donc ne définit de température minimale. Simplement, donc l'INRS, que vous connaissez bien, l'Institut national de recherche de la sécurité, estime qu'une température qui est inférieure à 5 degrés fait courir un risque important pour les salariés. Et l'OPPBTP rappelle donc qu'on considère que les personnes travaillent au froid lorsque les températures sont inférieures à 10 degrés. Donc en fait, enfin, certains d'entre vous le sont déjà. Donc, c'est un rappel des règles et des mesures nécessaires pour assurer la sécurité de vos salariés. Donc, transcription des risques au froid dans le document unique. Donc, pour rappel que vous pouvez faire en partenariat avec l'OPPBTP et la réalisation d'un plan d'action. Première catégorie d'aménagement, aménagement des postes de travail. Donc, par exemple, aménagement technique, j'entends, donner aux salariés des moyens de stockage, fournir des boissons chaudes, chauffer des abris, mettre en place des aides à la manutention manuelle pour réduire la charge physique, etc. Et réduire également la transpiration des salariés. Et concernant les abris et les bungalows, leur utilisation peut poser des difficultés effectivement avec la crise sanitaire. Donc, il est primordial de rappeler les gestes barrières, bon, désinfecter, etc., etc. Deuxième catégorie, réorganisation du travail. Donc là, on peut faire un parallèle avec la canicule, dont vous avez parlé beaucoup au mois de juillet. On peut décaler, limiter le temps d'exposition au froid, organiser des pauses plus longues, un temps de récupération supplémentaire pour les salariés qui sont exposés, modifier les rythmes de travail en fonction de la température, c'est-à-dire les faire travailler un peu plus en milieu de journée et moins en début. Quand il y a encore le gel du matin, typiquement, et bien sûr éviter toujours que les salariés travaillent de manière isolée. Troisième catégorie, là encore, quelque chose qui est assez facile à mettre en œuvre, fourniture de vêtements et d'équipements de protection, donc adaptés, que vous fournissez à vos salariés, donc contre le froid, notamment tout ce qui est gants, la nature, la matière aussi du textile, et bien sûr qui devront être adaptés et conciliables avec tous les EPI, et notamment tout ce qui va être éventuellement des bonnets ou autres, ou des gants, mais conciliables avec tout ce qui va être travail en hauteur, donc les harnais, etc., ou éventuellement les protections respiratoires. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et pensez aussi à fournir vous savez, des vêtements imperméables, des chaussures antidérapantes contre le gel, etc. ou quand ils sont sur les toits. Donc c'est des petites choses à mettre en place, mais voilà, c'est un rappel également qu'on fait chaque année. Donc bien être vigilant avec l'approche des grands froids. Réforme de l'entretien professionnel. Alors, il a été adopté au mois d'octobre. Il va s'appliquer donc à partir du 1er janvier 2026. Donc la publication de la loi est passée. L'idée, c'est de repenser un petit peu l'entretien professionnel, qui s'appelle aujourd'hui l'entretien de parcours professionnel. Donc la périodicité est différente et on a un peu enrichi le contenu. Donc avant, c'était l'entretien, vous savez, qui se passait tous les 2 ans, le fameux entretien pro. Et là, on pourra le proposer donc dès la première année de l'arrivée d'un salarié et ensuite tous les 4 ans dans la même entreprise. Et donc, on pourra faire aussi un état des lieux récapitulatif tous les 8 ans et avec l'obligation d'amonter le CPF du salarié, et éventuellement, en tout cas en cas de manquement de l'employeur. Donc, l'entretien va porter désormais sur les compétences du salarié, ses qualifications mobilisées dans l'emploi actuel, mais aussi l'évolution possible, sa situation et son parcours professionnel, notamment au regard de l'évolution de certains métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise. Bien évidemment, les besoins de formation, qui soient à l'activité professionnelle actuelle, donc ça c'est classique, ça ne change pas, mais aussi à l'évolution de son emploi au regard des transformations de l'entreprise ou même à un projet personnel. Donc ça c'est important, on inclut aussi éventuellement des besoins de formation autres que le salarié aurait besoin, mais qui ne sont pas forcément liés à l'activité professionnelle. Ces souhaits, bien sûr, d'évolution professionnelle, par exemple, peut ouvrir la voie à une reconversion en interne ou en externe, à ce projet de transition, par exemple, un bilan de compétences, une VAE, etc. Donc ça, ce sera désormais inclus dans ce nouvel entretien. Et bien sûr, l'activation par le salarié de son CPF et aux abondements de ce compte que l'employeur, bien sûr, est susceptible éventuellement de financer avec un conseil en évolution. Donc tous ces éléments devront être intégrés dans ces entretiens. Alors, j'anticipe une éventuelle question que j'ai déjà eue cette semaine. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles trames. L'idée, c'est à minima, vous pouvez reprendre les trames des entretiens que vous avez, puisqu'il n'y a pas non plus de révolution, c'est juste la périodicité qui change, et donc l'enrichissement de ces contenus. Donc, bien veiller à reprendre les éléments que je viens de vous donner, et bien les intégrer au modèle que vous avez. Et puis, effectivement, le service juridique va voir si on peut élaborer un modèle qui sera peut-être un petit peu plus complet et qu'on vous mettra bien évidemment à disposition à demande. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions sur cet entretien? Donc, comme je l'ai répété, il s'applique à partir du 1er janvier 2026. Et je finis avec, pareil, une redite hein, qu'on fait chaque année sur les congés de Noël et la fermeture de l'entreprise. Donc, c'est un petit rappel, hein, parce que beaucoup d'entre vous ferment l'entreprise pendant la période de Noël. Donc, en général, c'est souvent les 15 jours. Vous avez le droit hein, d'imposer cette fermeture et d'imposer cette fermeture aux salariés après consultation du CSE si vous en avez un. Par contre, la condition, c'est d'informer vos salariés de cette fermeture au moins idéalement 2 mois à l'avance, au moins 1 mois, avec une note de service. Donc on vous joint hein, chaque année, que vous affichez, que vous faites signer à vos salariés, qui va rappeler les dates de fermeture. Et comme ça, si vous avez bien respecté ces obligations-là, bah, c'est-à-dire que vous avez le droit d'imposer les congés à vos salariés. Et pour ceux qui n'ont pas acquis suffisamment de congés, c'est possible, hein, ça peut arriver. Donc il y a deux possibilités. Soit ils étaient demandeurs d'emploi avant, donc ils bénéficiaient donc de l'ARE ou de la SS. Dans ce cas-là, vous devez informer le salarié en disant, bah voilà, avant tu bénéficiais de cette allocation, tu dois informer donc Pôle Emploi, alors maintenant France Travail, et c'est France Travail qui va entre guillemets compléter. Ou sinon, s'ils ne percevaient pas ça, c'est deux possibilités. Congé payé par anticipation, dans ce cas-là, il faudra directement vous rapprocher de la caisse ou alors RTT s'il en a, ou enfin congé sans solde. Voilà. Si vous avez respecté cette obligation d'information, vous pouvez imposer éventuellement un congé sans solde à vos salariés s'il n'a pas acquis assez de congés. J'en ai terminé avec voilà, cette petite actualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je reste à votre disposition. Quand on va éteindre le webinaire, donc le petit pop-up va s'allumer pour répondre voilà, sur le questionnaire de satisfaction. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, soit sur ce webinaire, soit sur d'autres questions. Et pour rappel, voilà, le service juridique fermera le mardi 23 au soir. Donc n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos questions avant. Et comme indiqué, dès qu'il y a un changement législatif qui est confirmé ou pas, on vous fera passer l'information donc via vos KPL. Et ben, pour ceux que j'aurais pas, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Eh ben, merci également à vous. Merci.